Bonsoir. Je suis Donna Elena, j'ai 76 ans. Aujourd'hui, je vais partager une histoire tellement troublante que 250 000 familles ont essayé de l'effacer. En 1850, quelque chose a transformé des enfants en secrets embarrassants et des parents en architectes de l'oubli. Dites-moi en commentaire d'où vous nous regardez et mettez un like si cette histoire vous touche. 250 000 enfants. Ce n'était pas un accident, ni une catastrophe naturelle. Ils ont été délibérément effacés, retirés, oubliés, par leur propre famille. Chacun avait un nom, un rire et l'espoir d'être aimé. Tous ont été transformés en numéros dans un registre oublié, des souvenirs que les familles ont activement tenté d'effacer. Ce n'est pas une statistique, ce sont 250 000 trahisons individuelles. Des parents qui ont regardé leurs enfants et décidé que ces vies étaient des gènes à éliminer. Et le plus choquant, ça s'est fait au grand jour, avec le soutien total d'institutions respectées. Mais comment ont-ils convaincu le monde que c'était acceptable? La réponse commence par un matin froid, avec une promesse qui ne serait jamais tenue. Vous êtes un enfant de 7 ans en 1860. Votre mère vous habille avec vos plus beaux vêtements pour un voyage spécial. À la gare, il y a d'autres enfants. Un homme en costume vous demande de monter. Vous regardez votre mère. Elle ne monte pas, elle s'éloigne. Le train part. Elle avait prévu ça. Elle vous a bien habillé pour paraître présentable aux étrangers. Elle est partie parce que c'était l'intention dès le départ. Cette scène s'est répétée à Boston, New York, Chicago et dans des dizaines de villes à travers l'Amérique. Des enfants remis à un système qui promettait des foyers meilleurs, tandis que les parents choisissaient la respectabilité sociale. Justification? La pauvreté, l'illégitimité. Mère veuve, père décédé, effacer les enfants. La société a appelé ça le mouvement des trains d'orphelins. Mais la plupart avaient des parents vivants. Ils étaient orphelins par choix délibéré. Entre 1853 et 1929, des organisations comme la Children's Aid Society remplissaient des trains d'enfants et les envoyaient vers l'intérieur du pays. Des fermiers les choisissaient tout comme du bétail. Alignés sur des quais, on leur examinait les dents et les muscles. Celui-ci sert pour les champs, quel-ci sert pour la maison. Des enfants évalués selon leur valeur de travail. Beaucoup de parents ont signé la remise volontaire parce que la société rendait la pauvreté et la maternité célibataire honteuses et impossibles. Le système a créé des conditions oppressives, puis a pointé les papiers, regarde, ils ont accepté. Mais les institutions cachèrent la réalité. La plupart ne sont pas allés dans des foyers meilleurs, mais dans des fermes comme travailleurs non rémunérés. Des serviteurs contractés. Des garçons de 9 ans traillaient et labouraient jusqu'au sang. Des filles de 8 ans s'occupèrent des bébés d'inconnus. C'était une main-d'œuvre gratuite sous un euphémisme présentable. Quand ils se plaignaient, on leur répondait « Tu devrais être reconnaissant, ta famille ne te voulait pas ». Ils ont grandi en croyant qu'ils étaient un fardeau, quelque chose de honteux à cacher. Et puis, des décennies plus tard, certains de ces enfants, devenus adultes, ont commencé à chercher leur famille. Ils ont engagé des détectives, ils ont fouillé les registres, ils ont frappé aux portes. Et savez-vous ce que beaucoup d'entre eux ont découvert? Que leur mère n'avait jamais cessé de les chercher. Que leur père s'était repenti dès que le train avait pris de la vitesse. Que des fratries entières avaient grandi sans savoir qu'elles avaient d'autres frères et sœurs à quelques états de distance. Ils ont découvert qu'ils n'avaient pas été oubliés parce qu'ils étaient indésirables. Ils avaient été effacés parce que le système rendait impossible pour les familles pauvres de garder leurs enfants. Ils avaient été volés par une société qui valorisait l'apparence de respectabilité plus que le lien entre parents et enfants. Mais voici le degré de cruauté le plus profond. Le système ne séparait pas seulement ses enfants de leur famille, il détruisait systématiquement toute preuve de leurs origines. Les noms ont été changés, les actes de naissance ont été altérés ou détruits. Les registres ont été perdus. Ce n'était pas de la négligence, c'était un effacement intentionnel. Pourquoi ? Parce que si ces enfants pouvaient retracer leurs origines, ils pourraient même poser des questions embarrassantes. Ils pourraient exposer la vérité, que leur famille ne les avait pas abandonnés volontairement. Ils pourraient révéler que beaucoup de ces adoptions étaient en réalité des transferts de main-d'œuvre infantile. Ils pourraient ébranler le récit réconfortant selon lequel ce système était une œuvre de charité. Et les familles qui avaient envoyé leurs enfants? Beaucoup ont été explicitement instruites de ne jamais rechercher leurs enfants. On leur a dit que ce serait préjudiciable pour l'enfant de rouvrir ses blessures. On leur a dit de tourner la page et
d'oublier. Comme si on pouvait oublier d'avoir donné naissance à un enfant. Comme si l'on pouvait simplement effacer le souvenir d'avoir tenu son enfant pour la dernière fois. Donc, vous aviez des enfants qui cherchèrent des parents qu'on avait instruits de ne pas chercher. Vous aviez des parents qui cherchaient des enfants dont les noms avaient été changés et les registres détruits. Vous aviez des frères et sœurs qui ne savaient pas qu'ils en avaient. Vous aviez des grands-parents morts sans avoir connu leurs petits-enfants. Des générations entières de liens familiaux ont été détruites, non par accident, mais par un dessein délibéré. La société célébrait le sauvetage des orphelins, préférant l'illusion de la charité à la vérité de la séparation forcée et du travail des enfants. Mais si vous pensez que cela n'arrivait qu'aux marginalisés, préparez-vous à la vérité la plus inconfortable. Ce n'étaient pas seulement les pauvres. Des familles respectables de la classe moyenne ont aussi participé pour cacher des secrets embarrassants, grossesse hors mariage, liaison, handicap. Elles avaient les moyens mais ont choisi la réputation. Elles ont menti en disant que le bébé était mort ou qu'il était parti chez des proches. Et la vie continuait, tandis qu'à quelque part dans le Kansas, cet enfant grandissait en sachant que son existence était une erreur à effacer. Et ces enfants n'avaient nulle part où aller avec cette douleur. Ils ne pouvaient pas retourner à leur famille, car leur famille s'était assurée qu'il n'y avait aucun chemin de retour. Ils ne pouvaient pas en parler, car la société disait qu'ils devaient être reconnaissants d'avoir été sauvés. Ils devaient avaler cette trahison, l'intérioriser, et apprendre à vivre avec un vide qui ne serait jamais comblé. Mais voici ce que personne ne te raconte sur le traumatisme générationnel. C'est qu'il ne se termine pas avec l'enfant qui a été envoyé. Cet enfant grandit et a ses propres enfants. Et ces enfants grandissent en sentant qu'il manque quelque chose, sans savoir pourquoi. Ils grandissent avec une mère ou un père qui ne peut jamais faire confiance pleinement, qui ne peut jamais croire totalement que les gens restent, qui porte une blessure qui n'a jamais été nommée. Et ces enfants ont alors leurs propres enfants. Et le schéma continue. Des générations de familles portant une absence qui a commencé quand quelqu'un a mis un enfant dans un train en 1860 et a faim que c'était de l'amour. 250 000 enfants sont devenus des millions de descendants, tous portant les échos d'un abandon qui n'a jamais été traité, jamais pleuré, jamais reconnu. Et pendant des décennies, ce système a fonctionné sans aucune responsabilité réelle, sans supervision significative, sans personne vérifiant si ces enfants étaient en sécurité, s'ils étaient bien traités, s'ils étaient encore vivants. Certains de ces enfants ont simplement disparu. Ils arrivaient à une ferme, et puis il n'y avait plus aucun dossier les concernant. Aucun certificat de décès, aucun registre scolaire, rien, comme s'ils s'étaient évaporés. Tu crois que c'était un accident? Tu crois que tous ces enfants se sont simplement perdus dans les registres par hasard? Ou est-ce que certains de ces enfants sont morts dans des fermes isolées, victimes de maltraitance ou de négligence, et personne n'a jamais enquêté parce que personne ne faisait attention? Parce que ces enfants avaient déjà été effacés socialement avant même de mourir physiquement? Combien d'enfants sont morts seuls, appelant des mères qui avaient été instruites de les oublier? Combien ont été enterrés dans des champs sans nom, sans pierre tombale, sans personne pour les pleurer, parce que les seules personnes qui les auraient pleurés ont été empêchées de savoir qu'ils avaient disparu? Combien de vies ont été complètement effacées, comme si elles n'avaient jamais existé, parce que la société a décidé qu'elles étaient jetables? L'effacement était complet, et 250 000 enfants devaient toujours vivre avec les conséquences. Mais ce que ces enfants ne savaient pas encore, ce qu'ils ne découvriraient que des années plus tard, quand ils tentaient finalement de retrouver leur famille, était encore plus sombre. Parce que quand tu effaces un enfant des registres, quand tu détruis son acte de naissance, quand tu changes son nom et tu l'envoies à l'autre bout du pays sans aucune trace, tu ne fais pas que le séparer de sa famille, tu voles son identité. Tu le fais douter de sa propre existence. Et quand ces enfants ont grandi et ont tenté de reconstruire leurs histoires, tenté de découvrir qui ils étaient, d'où ils venaient, pourquoi ils avaient été envoyés, ils se sont heurtés à mur après mur de silence institutionnel, des registres perdus, des archives détruites dans des incendies, des gens qui ne se souvenaient plus. Un système entier construit non seulement pour séparer les familles, mais pour garantir qu'elles ne puissent jamais se retrouver. C'était la véritable cruauté. Non seulement l'abandon initial, mais l'effacement permanent. La garantie que ces enfants passeraient le reste de leur vie sans réponse, sans fermeture, sans même la dignité de savoir pourquoi ils avaient été jetés. Et pendant ce temps, leur famille d'origine avançait. Elles se remariaient.
Elles avaient d'autres enfants. Elles construisaient des vies qui n'incluaient pas l'enfant qu'elles avaient envoyé. Et si cet enfant se présentait des décennies plus tard à leur porte, cherchant des réponses, cherchant une connexion, cherchant juste une reconnaissance qu'il avait existé, il trouvait souvent des portes fermées, des négations. Tu dois te tromper, je n'ai jamais eu d'autre enfant. Parce qu'admettre la vérité signifierait affronter la honte qui les avait poussés à envoyer cet enfant au départ. Alors ces enfants ont été trahis 2 fois. Une fois quand ils ont été envoyés. Et à nouveau, quand ils ont tenté de revenir et découvert qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la narration que leurs familles avaient reconstruite. Et la question que personne ne veut répondre est: combien de ces enfants se sont brisés sous le poids de cela? Combien ont passé leur vie entière en se sentant fondamentalement défectueux, fondamentalement jetables, parce que c'était la seule conclusion qu'ils pouvaient tirer d'avoir été jetés dans un train et oubliés? Combien n'ont jamais pu former de liens sains parce qu'ils ont appris très tôt que même leur propre mère pouvait les abandonner? Et combien d'entre nous, aujourd'hui, sommes des descendants de ces enfants, portant des schémas d'attachement que nous ne comprenons jamais, portant des peurs d'abandon qui semblent disproportionnées, portant la sensation que nous ne serons jamais assez bons, sans jamais savoir que tout a commencé quand notre arrière-grand-mère a été mise dans un train en 1875 et a passé le reste de sa vie en croyant qu'elle était jetable. L'effacement était tellement complet que beaucoup de familles ne savent de même pas que cela s'est produit. Elles ne savent pas que des parents entiers manquent. Elles ne savent pas qu'il y a des cousins dans d'autres États qu'elles ne connaîtront jamais. Elles ne savent pas que leur arbre généalogique a des branches entières qui ont été coupées et jetées comme si c'était des déchets. 250 000 enfants, des millions de descendants, des générations de traumatismes non traités. Et tout cela a été appelé charité. Tout cela a été célébré comme progrès social. Tout cela a été fait au grand jour, avec l'approbation de la société, avec des institutions respectables orchestrant chaque détail. Et maintenant, tu le sais. Tu sais qu'en 1850, quelque chose a commencé qui changerait à jamais la définition de la famille. Tu sais que 250 000 enfants ont été délibérément effacés, non par nécessité, mais par commodité sociale. Tu sais que cet effacement était tellement systématique, tellement complet, que beaucoup de ces enfants n'ont jamais découvert qui ils étaient vraiment. Mais l'histoire ne s'arrête pas ici. Parce que ces 250 000 enfants devaient toujours vivre. Ils devaient toujours grandir, former des identités, construire des vies sur une fondation d'abandon et d'effacement. Et quand ils tentaient de retrouver leur famille, quand ils tentaient de récupérer les identités qui avaient été volées, ils découvraient quelque chose d'encore plus dévastateur. Ils découvraient que le système qui les avait effacés s'était assuré qu'ils ne pourraient jamais être récupérés. Que les portes qui avaient été fermées ne s'ouvriraient jamais. Que les questions qu'ils portaient n'auraient jamais de réponse. Et c'est de cela dont nous parlerons ensuite. Ce qui s'est passé quand ces enfants ont grandi et ont tenté de récupérer ce qui avait été volé. Ce qui s'est passé quand ils ont frappé à des portes qui refusaient de s'ouvrir. Ce qui s'est passé quand ils découvrirent que leur propre famille avait été instruite de les oublier et beaucoup avaient obéi. Parce que l'effacement n'était pas seulement un événement. C'était un processus continu. Et ses conséquences sont toujours ressenties aujourd'hui, dans des familles qui ne savent de même pas ce qu'elles portent, dans des douleurs qui n'ont jamais été nommées, dans des vides qui n'ont jamais été expliqués. 250 000 enfants ont été effacés, mais ils n'ont pas disparu. Ils ont vécu. Et leur vie et les vies de leurs descendants portent le poids de cet effacement aujourd'hui. Pour comprendre ce qu'ils affrontaient, nous devons voir les étapes calculées de cet effacement. Premièrement, le nom. À 6 ans, dans un orphelinat étrange, quelqu'un te dit que Mary O'Connor s'appelle maintenant Sarah Smith, que Giovanni Rossi est John Ross. Ton histoire, ta langue, ta connexion avec ta mère, terminée. Et il n'y avait pas de choix. Il n'y avait pas de discussion. C'était un ordre institutionnel, exécuté par des gens qui croyaient bien faire. Parce que les noms étrangers étaient problématiques. Parce que les accents étaient honteux. Parce que pour transformer ces enfants en Américains convenables, d'abord ils devaient effacer qui ils avaient été. Les registres le montrent. À la Children's Aid Society, Patrick Murphy est devenu Peter Morris. Ce n'étaient pas des surnoms. C'étaient des remplacements forcés pour effacer les identités ethniques problématiques. Beaucoup d'enfants ont grandi et sont morts sans jamais connaître leur vrai nom. Et voici la vérité qui coupe le plus profond. Beaucoup de ces enfants n'ont jamais découvert leur nom de naissance.
Ils ont grandi comme Sarah Smith, sans jamais savoir qu'ils avaient été Mary O'Connor. Ils sont morts sans connaître leur propre identité. Et quand leurs descendants ont tenté de retracer leurs origines, ils se sont heurtés à un mur de faux noms qui rendait la généalogie impossible. L'effacement du nom n'était que le début. Mais voler le nom n'était pas suffisant. Ils devaient garantir que tu ne pourrais jamais revenir. Deuxièmement, le papier. L'étape suivante était la documentation. Les orphelinats du XIXe siècle tenaient des registres méticuleux, des livres d'admission, des archives de placement, des documents de transfert. Mais ces registres n'étaient pas neutres, c'étaient des narrations construites pour justifier l'injustifiable. Orphelin ou abandonné étaient des termes écrits même si les parents étaient vivants et en crise temporaire. Des milliers ont été envoyés sans détail de destination. Adoptés au Nebraska, sans nom, sans ville, sans trace, la Children's Aid Society, l'organisation la plus importante derrière les trains d'orphelins, se présentait comme une institution charitable. Le fondateur, Charles Loring Brace, écrivit avec passion sur le sauvetage des enfants de la misère urbaine. Il parla de leur donner l'air frais, le travail honnête, des familles aimantes. Et il y croyait vraiment. Mais il avait aussi un autre objectif. Brace était obsédé par ce qu'il appelait les classes dangereuses. Les enfants pauvres et les immigrants qui, s'ils restèrent dans les villes, deviendraient des criminels, des prostituées, des révolutionnaires. Et sa solution n'était pas d'aider leurs familles, c'était de les enlever, les disperser, les placer dans des environnements ruraux où ils pourraient être assimilés et contrôlés. Et il y avait une motivation économique brutale derrière cela. Parce que les familles qui recevaient ces enfants n'étaient pas des saints altruistes. C'étaient des agriculteurs qui avaient besoin de main-d'œuvre. Et un enfant de 8 ans pouvait travailler, pouvait s'occuper des animaux, aider à la moisson, faire les tâches ménagères. Et contrairement à un travailleur adulte, n'avait pas besoin de salaire, juste de nourriture et un endroit pour dormir. Les registres historiques sont clairs à ce sujet. Des lettres de familles adoptives demandant spécifiquement des garçons forts pour le travail agricole. Des annonces dans les journaux promouvant l'arrivée de trains d'orphelins comme une opportunité d'obtenir des travailleurs gratuits. Et des témoignages de survivants décrivant des années de travail difficiles sans éducation, sans affection, rien que de l'exploitation. Mais l'institution l'encadrait comme de la charité, comme du salut. Et ce langage faisait partie de l'effacement. Parce que si tu es sauvé, comment peux-tu te plaindre? Si tu reçois une opportunité, comment peux-tu dire que tu as été volé? La trahison était double. Dans les papiers de remise, de nombreux parents écrivaient « pas de contact ». La honte sociale faisait qu'effacer l'enfant et recommencer une vie était l'option choisie. Ils se remariaient, avaient d'autres enfants et gardèrent le secret. Mais pourquoi feraient-ils quelque chose d'aussi brutal? La réponse est plus simple et plus cruelle que vous ne l'imaginez. Pourquoi? Parce que la honte était insupportable. Parce qu'admettre qu'on avait un enfant qu'on ne pouvait pas entretenir était une humiliation sociale. Parce qu'il était plus facile de dire que l'enfant était mort que d'admettre qu'on l'avait abandonné. Parce que recommencer sa vie sans ce fardeau était plus simple que de vivre avec la culpabilité. Et alors ils faisaient quelque chose d'encore plus cruel. Ils se remariaient. Ils avaient d'autres enfants. Ils construisaient de nouvelles familles. Et ne mentionnaient jamais l'enfant qu'ils avaient laissé derrière eux. Ils ne disaient jamais aux frères et sœurs plus jeunes qu'ils avaient un frère aîné quelque part. Ils ne parlaient jamais au nouveau conjoint de l'enfant du premier mariage. Ils effaçaient simplement cet enfant de la narration familiale. Et cela signifiait que des décennies plus tard, quand des survivants adultes des trains d'orphelins tentèrent de retrouver leur famille, ils se heurtaient à un mur de silence. Parce que les registres disaient que les parents étaient morts, alors qu'en réalité, ils étaient vivants. Parce que des frères et sœurs existaient, mais n'avaient aucune connaissance de cet enfant. Parce que toute la famille avait été instruite, ou avait simplement choisi d'oublier. Il y a une lettre dans les archives de la Children's Aid Society qui résume cela parfaitement. Elle vient d'une mère qui a remis son fils en 1889. Elle écrit à l'institution 5 ans plus tard. Et elle ne demande pas comment va son fils. Elle ne demande pas à le voir. Elle demande la confirmation qu'il ne saura jamais qui elle est. Elle demande des garanties que l'effacement soit complet. Et l'institution répond. Oui, nous le promettons. Il ne saura jamais. Vous pouvez poursuivre votre vie. C'est la trahison dans sa forme la plus pure. Ce n'est pas un abandon impulsif. C'est un effacement calculé, exécuté avec de la paperasserie officielle et l'approbation institutionnelle. Et l'effet de tout cela sur les enfants, c'était dévastateur. Parce qu'une chose est de perdre ses parents par la mort.
C'est une tragédie, mais compréhensible. Mais perdre ses parents parce qu'ils ont choisi de vous effacer? Parce qu'ils ont décidé que vous étiez un secret à cacher, une erreur à corriger, une vie à réécrire. Cela détruit quelque chose de fondamental dans la capacité à faire confiance, à appartenir, à croire que l'on compte. Et le système faisait en sorte que cet effacement soit permanent. Parce que même si un enfant se souvenait de son nom d'origine, même s'il se souvenait d'où il venait, même s'il conservait quelques mémoires de la famille, il n'existait aucun mécanisme pour reconnecter. Aucun registre centralisé. Aucune obligation légale de préserver les informations. Aucune protection pour le droit de l'enfant à connaître sa propre histoire. Et alors que se passait-il quand ces enfants grandissaient? Quand ils devenaient adultes et tentèrent de chercher? Quand ils voulaient des réponses sur qui ils étaient, d'où ils venaient, pourquoi ils avaient été abandonnés? Ils se heurtaient à un mur construit de faux noms, de registres inexistants, de familles qui niaient, d'institutions fermées ou ayant perdu leurs archives, et d'un système légal qui ne reconnaissait pas le droit de savoir. Et ce mur n'était pas accidentel. Il a été construit délibérément, brique par brique, mensonge par mensonge, effacement par effacement. Parce que l'objectif n'a jamais été seulement de déplacer des enfants d'un endroit à un autre. C'était de faire disparaître complètement ces enfants d'une vie et de les réapparaître dans une autre, sans aucun pont entre les deux. L'effacement était tellement complet que quand ces adultes survivants tentèrent de prouver qu'ils avaient existé, qu'ils avaient eu une autre vie, une autre famille, un autre nom, ils n'y parvenaient pas. Parce que toutes les preuves avaient été détruites ou falsifiées. Et la question qui brûle est la suivante. Quand ces personnes trouvaient enfin des pistes, quand elles découvraient des fragments de vérité, quand elles confrontaient le système qui les avait effacés, que se passait-il? Qu'apprenaient-elles sur les conséquences de cet effacement dans leur vie, dans leurs identités, dans les générations qui ont suivi? Parce que l'effacement d'un enfant ne s'arrête pas avec cet enfant. Il se propage. Et ce qui s'est passé quand cette propagation est devenue impossible à ignorer, c'est là que l'histoire devient encore plus sombre. Quand ces enfants sont devenus adultes, la piste était déjà froide. Mais cela ne les a pas empêchés de chercher. Imaginez seulement. Vous grandissez en sachant que vous avez une famille quelque part. Peut-être une mère qui ne vous a pas abandonné volontairement. Peut-être des frères et sœurs qui n'ont jamais su que vous existiez. Et vous vivez avec ce vide, ce doute qui ronge de l'intérieur. Qui suis-je? D'où viens-je? Pourquoi m'ont-ils arraché à ma famille? Pour beaucoup de ces survivants, la recherche commença à l'âge adulte, quand ils eurent enfin les moyens et le courage d'affronter le passé. Et comment cherchaient-ils? De la manière la plus désespérée possible. Des lettres. Des centaines de lettres envoyées aux orphelinats, aux paroisses, aux institutions religieuses. Des annonces dans les journaux, surtout dans les villages d'où ils savaient être originaires. Recherche information sur ma famille. Né en 1892, à Tours. Emmené à Paris à 5 ans. Si quelqu'un sait quelque chose, merci de me contacter. Et savez-vous ce qui se passait? Le silence. Ou pire encore, de fausses espérances. Une lettre arrivait. Oui, j'ai connu une famille avec ce nom de famille. Le cœur s'accélérait. Ce serait peut-être la bonne? Serait-ce enfin que le mystère se résoudrait? La personne voyageait, parfois traversait tout le pays, dépensant des économies qu'elle n'avait pas. Elle arrivait, frappait à la porte, et découvrait que non, ce n'était pas la bonne famille. Patronyme commun, date qui ne correspondait pas, histoire qui ne collait pas. Laisse-moi te raconter une histoire vraie. Marie Lefebvre. Ce n'est pas son vrai nom, mais l'histoire l'est. Marie a passé 40 ans de sa vie à chercher sa mère. 40 ans. Elle savait qu'on l'avait enlevée d'un village près de Lyon quand elle avait 6 ans. Elle se souvenait vaguement d'une petite maison, d'une femme qui pleurait, d'être placée dans une voiture à cheval, et rien d'autre. À 30 ans, Marie a commencé à écrire des lettres. Elle a écrit à toutes les paroisses de Lyon et des environs, rien. Elle a écrit aux orphelinats encore existants, rien. Elle a passé des annonces dans les journaux locaux pendant des années. En 1924, elle a enfin reçu une réponse. Une vieille femme de Lyon disait connaître une famille Lefebvre qui avait perdu une fille des décennies plus tôt. Marie a pris le train immédiatement. Elle a voyagé pendant des heures, le cœur battant si fort qu'elle avait du mal à respirer. Et si c'était elle? Après tout ce temps, allait-elle enfin retrouver sa mère? Elle est arrivée. La femme l'a reçue les larmes aux yeux. Elle a raconté l'histoire d'une fillette qui avait été emmenée,
exactement comme Marie. Les dates concordaient, le lieu concordait. Marie a pleuré, la femme a pleuré, elles se sont embrassées. Et puis la femme a dit une chose qui a tout détruit. Ma sœur, la mère de la fillette, est morte il y a 10 ans. Elle est morte sans jamais savoir ce qui était arrivé à sa fille. Imagine, 40 ans de recherche. Et quand on trouve enfin la réponse, on découvre qu'on est arrivé trop tard. Que la personne que tu voulais le plus revoir au monde est partie sans jamais savoir que tu la cherchais. Marie m'a dit, des années plus tard, que ce fut le jour le plus dévastateur de sa vie. Pire que l'incertitude. Parce que l'incertitude laissait encore de l'espoir. La vérité, elle, n'offrait rien. Juste une tombe froide et la question qui ne trouverait jamais de réponse. Est-ce qu'elle pensait à moi? M'a-t-elle cherché elle aussi? Et Marie n'était pas seule. Des milliers de ses survivants frappaient aux portes. Et par milliers, ils se heurtaient à des murs bureaucratiques, qui étaient bien plus que de simples inefficacités. Ils étaient délibérés. Quand tu te rendais dans une institution religieuse, dans un orphelinat, dans une agence d'adoption, et que tu demandais tes dossiers, tu sais ce qu'on te répondait? Nous sommes désolés, mais nous n'avons pas ces informations. Les archives ont été perdues. Nous ne pouvons pas divulguer de données confidentielles. La politique de l'institution est de protéger la vie privée de toutes les parties impliquées. Vie privée. Ce mot servait de bouclier. La vie privée de qui? De l'enfant arraché à sa famille? Ou de l'institution qui en avait tiré profit? Parce que vois-tu, voici la vérité qu'ils ne voulaient pas que tu saches. Beaucoup de ces archives n'avaient pas été perdues, elles avaient été détruites, intentionnellement, documents brûlés, registres lacérés, archives entières disparaissant mystérieusement dès que quelqu'un commençait à poser des questions gênantes. Pourquoi? Parce que ces archives étaient des preuves. Des preuves que des enfants avaient été enlevés illégalement. Des preuves que des familles avaient été trompées. Des preuves que de l'argent avait changé de main. Et tant que ces preuves existaient, la vérité pouvait éclater. Il était donc plus simple, plus sûr, de faire disparaître ces archives. Et avec elles disparaissait toute chance pour ces personnes de reconstruire leur identité. Il y a un mémo interne d'une de ces organisations, découvert des décennies plus tard, qui disait exactement cela. Dans les cas où l'origine de l'enfant pourrait causer un embarras à l'institution ou aux familles impliquées, il est recommandé que les dossiers soient détruits après la période légale minimale. Détruit. Il n'utilisait même pas le mot « détruit ». C'était « jeté » comme s'il s'agissait de déchets. Comme si l'identité d'une personne était un détritus qu'on pouvait balancer quand ça devenait gênant. Et le résultat? Des générations entières vivant sans savoir qui elles étaient. Sans véritable acte de naissance, sans nom de famille, sans histoire. Tu imagines ce que c'est? Ne pas pouvoir remplir un arbre généalogique. Ne pas savoir si tu as une prédisposition génétique à une maladie. Ne pas avoir une seule photo, aucun souvenir, aucune connexion avec l'endroit d'où tu viens. C'est comme si tu avais été élevé à partir de rien. Comme si les premières années de ta vie n'avaient tout simplement jamais existé. Et les conséquences étaient aussi pratiques, pas seulement émotionnelles. Les héritages, par exemple. Des gens découvraient, déjà adultes, qu'ils avaient droit à un héritage familial. Terre, propriété, argent. Mais comment le prouver? Comment prouver que tu es l'enfant de quelqu'un s'il n'existe aucun registre? Si l'acte de naissance que tu as s'est falsifié? Si l'église qui t'a baptisé n'a plus d'archives? Tu ne peux pas. Alors que se passait-il? Des parents éloignés, des personnes qui connaissaient à peine le défunt, récupéraient tout. Et toi, l'enfant légitime, tu restais sans rien. Parce que tu n'existais pas. Du moins, pas sur le papier. Il y a eu une affaire, dans les années 1930, qui est allée jusqu'aux tribunaux. Un homme appelé Henri réclamait l'héritage de son père biologique. Il avait des preuves. Des lettres que le père lui avait écrites quand il était vieux, reconnaissant la paternité. Des témoins confirmant l'histoire. Mais la famille du défunt a contesté. Ils ont affirmé qu'Henri était un imposteur. Et tu sais quel fut leur argument? S'il était vraiment le fils, il aurait un acte de naissance pour le prouver. Comme ce n'est pas le cas, c'est évidemment faux. L'acte d'Henri avait été modifié des décennies plus tôt, bien sûr. Il était un enfant illégitime, et la mère avait été forcée de le remettre. Mais le juge n'a pas accepté les lettres comme preuve suffisante. Il a estimé qu'elles pouvaient être falsifiées. Henri a perdu le procès. Il a perdu l'héritage. Et il est mort des années plus tard dans la pauvreté, sachant qu'il était fils, mais incapable de le prouver.
C'est à se briser le cœur, n'est-ce pas? Mais c'est plus courant que vous ne l'imaginez. Et le pire, c'est que le traumatisme n'était pas seulement lié à la perte matérielle. C'était la négation de l'identité. C'était le système juridique lui-même, qui vous disait « Tu n'es pas qui tu dis être, tu n'existes pas comme tu penses exister, ton histoire est invalide ». Et il y a aussi l'autre côté de la médaille, la stigmatisation sociale. Même quand ces personnes réussissaient à découvrir leurs origines, elles se heurtaient souvent au rejet. Parce que voyez-vous, dans de nombreux cas, ces enfants étaient les enfants de mères célibataires, de relations extra-conjugales, de viols, de pauvreté extrême. La société de l'époque ne regardait pas cela avec compassion. Elle regardait avec honte. Alors imaginez, vous passez des décennies à chercher votre famille. Vous découvrez enfin qui est votre mère. Vous allez la voir, le cœur plein d'espoir, voulant vous reconnecter, voulant comprendre. Et elle nie. Elle vous regarde et dit « Non, vous vous trompez, je n'ai aucun enfant. » Parce qu'admettre qu'on a un enfant illégitime, même des décennies après, restait une source de honte. Cela pouvait encore détruire des réputations. Cela pouvait encore ruiner des mariages. Alors ces personnes étaient rejetées 2 fois. D'abord enfants, arrachés à leur famille, puis adultes, quand les familles niaient qu'elles existaient. Et au milieu de tout ça, les institutions qui avaient causé toute cette souffrance continuèrent de fonctionner normalement. Continuaient à enlever des enfants. Continuaient à effacer des archives. Continuaient à faire du profit. La crise d'identité que cela provoquait était dévastatrice. Des gens tombaient en profonde dépression, développaient de graves problèmes psychologiques, n'arrivaient jamais à nouer des liens sains parce qu'ils ne savaient pas qui ils étaient, n'avaient pas de base, pas de racines. Et la société ne comprenait pas. Les gens disaient « Tourne la page, c'était il y a si longtemps. Arrête de remuer le passé. » Mais comment surpasser le fait que toute votre vie est bâtie sur un mensonge, que votre nom n'est pas votre nom, que votre histoire vous a été volée? Vous voyez, il ne s'agissait pas seulement de retrouver la famille. Il s'agissait de retrouver le droit d'exister en tant que personne entière, d'avoir une narration de vie qui ait du sens, de pouvoir dire « Je viens d'ici, voilà mes racines, voici mon histoire ». Et ce droit était nié, activement, systématiquement, pendant des décennies. Et pendant que tout cela se passait, pendant que ces personnes souffraient dans le silence, frappant à des portes closes et trouvant des archives détruites, quelque chose commença à changer. Lentement. Presque imperceptiblement au début. Mais dans les années 1920, 30, certaines voix commencèrent à se lever. Ce n'étaient plus des voix isolées de survivants désespérés. C'étaient des voix collectives. Des personnes qui avaient réalisé qu'elles n'étaient pas seules. Qu'il y avait des centaines, peut-être des milliers d'autres, avec des histoires semblables. Et quand ces voix commencèrent à s'unir, quand elles commencèrent à partager publiquement leurs histoires, à exiger des réponses, à faire pression pour le changement, alors le silence commença à se fissurer. Parce qu'une personne seule peut être ignorée, peut être réduite au silence, peut être traitée de folle, de révoltée, de problématique. Mais des centaines de personnes racontant la même histoire, c'est plus dur à ignorer. C'est une preuve. C'est un schéma. Et les schémas ne peuvent pas être expliqués comme une coïncidence. Les schémas pointent vers quelque chose de systémique, vers quelque chose de délibéré, vers quelque chose qui exige des réponses. Le silence avait été délibéré, soigneusement construit pendant des générations. Mais dans les années 20 et 30, quelque chose commença à bouger. Des lois commencèrent à être mises en question. Des organisations commencèrent à être enquêtées. Et pour la première fois, après plus d'un siècle de dissimulation, la vérité commença à émerger des ténèbres. Mais qu'est-ce qui a permis ce changement? Qu'est-ce qui a finalement forcé ces institutions à affronter ce qu'elles avaient fait? Et surtout, qui a payé le prix de cette révélation? Des survivants âgés en eurent assez du silence. En 1976, Mary Ellen Johnson, à 73 ans, passa une annonce dans le journal pour retrouver d'autres qui avaient voyagé dans les trains. Elle s'attendait à 2 réponses. Elle en reçut 52. 52 personnes, 52 secrets identiques. Mary Ellen Johnson avait 73 ans quand elle passa la première annonce. C'était dans un journal du Kansas en 1976. Juste 3 lignes. Je recherche d'autres personnes ayant voyagé dans les trains des orphelins de la Children's Aid Society. J'ai besoin de parler à quelqu'un qui comprenne. Elle espérait peut-être 1 ou 2 réponses.
Elle reçut 52 lettres dans la première semaine. 52 personnes qui avaient gardé le même secret, qui avaient vécu le même mensonge, qui avaient passé des décennies à penser qu'elles étaient seules. Et c'est ainsi que tout a commencé. Pas avec des politiciens, pas avec des avocats, pas avec des réformateurs sociaux bien intentionnés écrivant des articles, mais avec une femme de 73 ans qui en avait assez de faire semblant. Les rencontres commencèrent dans des salles d'église. Ils se rendirent compte que les schémas étaient systémiques. On m'a dit que ma mère était morte, répété des dizaines de fois. Travail forcé, abus. Ce n'étaient pas des cas isolés, c'était délibéré. Et quand les survivants s'en rendirent compte, quelque chose changea. La honte qu'ils avaient reportée toute leur vie, le sentiment d'avoir en quelque sorte fait quelque chose de mal, de mériter ce qui leur était arrivé, commença à se transformer en colère. Pas une colère chaude et explosive, mais une colère froide et ciblée. La colère de personnes qui comprennent enfin qu'on les a trompés. En 1978, ils fondèrent une organisation. Ils l'appelèrent Orphan Train Heritage Society. Le nom a l'air beau, non? Héritage. Comme si c'était quelque chose dont on pouvait être fier. Mais il ne s'agissait pas de fierté. Il s'agissait de vérité. Et la première chose qu'ils firent fut d'exiger l'accès aux archives. Maintenant, cela peut ne pas sembler révolutionnaire, mais ça l'était. Parce que ces organisations, la Children's Aid Society, le New York Foundling Hospital, elles avaient toutes conservé des archives méticuleuses. Elles savaient qui étaient ces enfants. Elles savaient d'où ils venaient. Elles savaient où elles les avaient envoyés. Mais pendant des décennies, quand des survivants adultes se présentaient pour poser des questions, la réponse était toujours la même. Désolé. Ces archives sont privées. Pour protéger les familles. Protéger les familles. Laissez ça mijoter. Pas pour protéger les enfants qui avaient été envoyés comme du bétail, mais pour protéger les personnes qui les avaient reçus. Pour protéger les organisations qui avaient fait du profit. Pour protéger le système qui avait failli. Quand Mary Ellen Johnson témoigna devant une commission de l'État du Kansas en 1979, elle avait 76 ans. Elle avait attendu 7 décennies pour prononcer ces mots à voix haute. « J'ai le droit de savoir d'où je viens », dit-elle. La voix ferme. Pas de larmes. Juste une colère pure et cristalline. J'ai le droit de savoir qui étaient mes parents. J'ai le droit de savoir si j'ai des frères et sœurs. J'ai le droit à ma propre histoire. Et je ne mourrai pas sans l'obtenir. La salle se tut. Et puis quelqu'un commença à applaudir. Puis une autre personne. Puis toute la salle se leva. Parce que tout le monde là-dedans connaissait quelqu'un. Une tante qui ne parlait jamais de son enfance. Un voisin sans famille. Un collègue qui évitait les questions sur ses origines. Tout le monde connaissait un fantôme. Et finalement, les fantômes répondaient. Mais les organisations ne cédèrent pas facilement. Elles étaient là prêtes à se battre sales pour garder leurs secrets enfouis. La Children's Aid Society contesta chaque demande. Elle argumenta que révéler des archives violerait la vie privée, que cela nuirait aux familles d'accueil, que cela ouvrirait la porte à des poursuites judiciaires. Et vous savez quoi? Ils avaient raison pour cette dernière partie. Des documents internes, révélés des décennies plus tard, montraient qu'ils étaient terrifiés. Pas par la vérité, mais par les conséquences de la vérité, par l'exposition, par la responsabilité financière. Ils avaient rebâti leur réputation en se présentant comme une organisation caritative, en sauvant des enfants. Et maintenant, des milliers de personnes venaient dire « Vous ne m'avez pas sauvé, vous m'avez exploité ». Ça ne passe pas bien dans le matériel de collecte de fonds, mais les survivants n'abandonnèrent pas. En 1982, ils obtinrent la première victoire. L'État du Kansas adopta une loi permettant aux adultes adoptés d'accéder à leurs actes de naissance. Ce n'était pas parfait. Il y avait des exceptions, des failles, des moyens pour les agences de continuer à refuser l'accès. Mais c'était quelque chose. Et pour la première fois en 100 ans, un survivant d'un train d'orphelins entra dans un bâtiment gouvernemental, remplit un formulaire et repartit avec un document qui disait la vérité sur qui il était. Elle s'appelait Linda. Elle avait 64 ans. Elle avait attendu 6 décennies. Et quand elle ouvrit cette enveloppe et vit le nom de sa mère pour la première fois, elle s'écroula là, dans le parking, et pleura. Elle pleura comme elle n'avait jamais pleuré. Parce que enfin, elle avait une preuve. La preuve qu'elle n'avait pas été abandonnée. La preuve qu'elle avait été aimée. La preuve que l'histoire qu'on lui avait racontée toute sa vie, l'histoire selon laquelle personne ne la voulait, était un mensonge. Sa mère s'appelait Catherine,
Elle avait 17 ans quand Linda est née. Elle travaillait dans une usine du Lower East Side. Et selon les archives, elle avait essayé de garder le bébé. Elle s'était battue pour elle. Mais la Society avait décidé qu'une mère célibataire de 17 ans n'était pas convenable. Alors on lui a enlevé son bébé. Et on lui a dit que c'était pour le mieux. Et on a dit au bébé, des décennies plus tard, que la mère ne la voulait pas. 2 vies détruites. Un mensonge. Quand Linda retrouva enfin la tombe de sa mère, Catherine était décédée 3 ans plus tôt. Elle avait vécu seule, ne s'était jamais mariée, n'avait jamais eu d'autres enfants. Elle avait passé 60 ans à chercher la fille qu'on lui avait volée. Et elles se sont manquées l'une l'autre pendant 3 ans. 3 ans. Cette histoire m'a brisée. Et elle me brise encore. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de Linda et de Catherine. Il s'agit de milliers de Linda, de milliers de Catherine, de milliers de pertes qu'on ne récupérera jamais. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Les victoires étaient petites, incroyablement petites. Une loi dans un État, un accès limité à certains archives, une réunion ici, une réunion là. Mais pour des personnes qui avaient vécu des vies entières sans même connaître leur propre nom, ces petites victoires, c'était tout. C'était une validation. C'était de la justice. C'était la preuve qu'elles n'avaient pas tout imaginé. Qu'elles avaient le droit d'être en colère. Qu'elles avaient le droit d'exiger des réponses. Et chaque petite victoire en entraînait une autre. En 1985, le New York Foundling Hospital ouvrit pour la première fois ses dossiers. Pas entièrement, pas pour tout le monde, mais suffisamment. Assez pour que des centaines de personnes obtiennent enfin des réponses. En 1988, eut lieu la première réunion nationale des survivants des trains d'orphelins. Plus de 500 personnes. Certains avaient plus de 90 ans. Certains avaient parcouru des milliers de kilomètres. Et quand ils se rassemblèrent dans cette salle de conférence à Springdale, Arkansas, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Quelqu'un commença à chanter, une vieille berceuse, et une autre personne se joignit, puis une autre. Et ils réalisèrent que tous connaissaient la même chanson, parce qu'elle avait été chantée dans les orphelinats de New York il y a 90 ans. Elle avait été chantée dans les dortoirs où ils avaient dormi avant d'être placés dans les trains. Elle avait été la dernière chose que certaines d'entre elles avaient entendue avant que leur vie ne change pour toujours. Et voilà qu'ils étaient là. Grands-parents, arrière-grands-parents, survivants. Encore en train de chanter. Encore là. Encore en lutte. Mais même avec ces moments de triomphe, la résistance était féroce. Les organisations continuaient à se battre. Elles continuaient à affirmer que la vie privée était plus importante que la vérité. Que révéler des dossiers causerait plus de mal que de bien. Et certaines familles étaient d'accord. Certaines familles d'accueil ne voulaient pas que la vérité éclate. Elles ne voulaient pas que leurs propres enfants sachent qu'ils avaient été adoptés. Elles ne voulaient pas que les voisins sachent. Elles ne voulaient que personne ne sache. Parce qu'admettre la vérité signifiait admettre qu'elles avaient participé à quelque chose de mal. Même si elles ne le savaient pas à l'époque. Même si elles pensaient qu'elles aidaient. Et c'est trop pour certaines personnes à affronter. Alors elles ont continué à bloquer. Continué à nier. Continué à soutenir que le passé devait rester enterré. Mais les survivants ont refusé de se taire. En 1990, une survivante nommée Ruth a raconté son histoire dans une émission télévisée nationale. Ce fut la première fois que des millions d'Américains entendèrent parler des trains des orphelins. La première fois que beaucoup réalisèrent que cela avait eu lieu. Et les lignes téléphoniques de l'émission ont explosé. Des centaines d'appels. Des gens disant « c'était mon père, c'était ma grand-mère, c'est moi ». Parce qu'avant cela, beaucoup de ces personnes pensaient qu'elles étaient les seules. Pensant que leurs histoires étaient des cas isolés. Des aberrations. Elles ne comprenaient pas qu'elles faisaient partie d'un système. D'une machine. D'une histoire américaine qui avait été effacée. Mais maintenant, elles savaient. Et une fois que vous savez, vous ne pouvez pas l'ignorer. Les victoires étaient petites, mais ce qui allait suivre forcerait l'Amérique à affronter ce qu'elle avait fait. À affronter l'ampleur, à affronter la vérité. Parce que les survivants ne cherchaient plus seulement des réponses personnelles maintenant. Ils exigeaient un règlement de compte national. À la fin du XXe siècle, l'histoire que l'Amérique avait tenté d'enterrer pendant 130 ans était sur le point d'exploser dans la conscience publique. Ces procès individuels, ces archives généalogiques silencieuses, ces réunions dans des bibliothèques, n'étaient pas des événements isolés.
Ils étaient les premières fissures dans un barrage sur le point de céder. Parce qu'en 1986, un groupe de survivants et de descendants a fait quelque chose de radical. Ils ont créé la Orphan Train Heritage Society, une organisation dédiée à faire exactement ce que les institutions religieuses, les gouvernements d'État et les agences d'adoption redoutèrent le plus: rendre visible l'invisible. Et ce qu'ils ont découvert, quand ils ont commencé à rassembler des histoires, quand ils ont commencé à relier des points entre des milliers de familles séparées, fut perturbant. Ils ne traitèrent pas seulement d'adoption mal documentée. Ils faisaient face à un système délibérément conçu pour effacer des identités. Un programme qui, pendant plus de 75 ans, a transporté 250 000 enfants loin de leur famille, de leur communauté, de leurs propres histoires, et ensuite a détruit les dossiers. Imaginez l'échelle de cela. 250 000 enfants. Si vous pensez que chacun de ces enfants avait, disons, 4 grands-parents, 2 parents, peut-être des frères et sœurs. On parle de millions de personnes dont les lignées familiales ont été délibérément coupées. Des millions de descendants qui, des décennies plus tard, tentèrent de se reconnecter à leurs racines et ne trouveraient que des murs de silence. Mais voilà ce qui arrive quand des gens qui ont été réduits au silence toute leur vie trouvent enfin une voix. Quand des survivants qui ont passé 70-80 ans à croire qu'ils étaient seuls, que leur douleur était individuelle, découvrent qu'ils font partie de quelque chose de bien plus grand. La honte qui les avait fait taire commence à se transformer en colère, et cette colère devient action. Des années plus tard, en 2013, l'auteure Christina Baker Klein a publié un livre qui a tout changé. Ce n'était pas un ouvrage académique, c'était une histoire romancée, mais basée sur des faits réels des trains des orphelins. Et pour la première fois, des millions d'Américains ordinaires, des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de ce chapitre de l'histoire, ont commencé à poser des questions. Attendez, on a transporté des enfants à travers le pays en train, pendant 75 ans, et personne n'en parlait dans les écoles? Pourquoi? Les maisons d'édition ont commencé à recevoir des lettres, des centaines d'elles, puis des milliers, de personnes disant « Ma grand-mère n'a jamais parlé de son enfance. Elle disait seulement qu'elle était arrivée par train. Mon grand-père avait une cicatrice à la main et n'a jamais expliqué pourquoi. Et si? J'ai trouvé un faux acte de naissance dans la maison de ma mère après sa mort. Qu'est-ce que ça signifie? » Et soudain, cette honte privée, ces secrets familiaux chuchotés, sont devenus partie d'une narration nationale. Une narration de violation systématique des droits humains, de vol d'identité institutionnalisé, de profit au prix de la douleur d'enfants vulnérables. Les historiens ont commencé à creuser plus profondément, et ce qu'ils ont trouvé fut explosif. Des documents internes de la Children's Aid Society montrant qu'ils savaient, dès le début, que beaucoup de ces enfants avaient des familles. Des registres de paiement effectués par des familles adoptives prouvant que ce n'était jamais de la pure charité. C'était un commerce. Des lettres entre agents de placement discutant ouvertement de la façon de modifier les histoires des enfants pour les rendre plus adoptables. Changer le nom de Mary en Elizabeth parce que cela semblait plus protestant. Modifier l'âge d'un enfant de 12 à 9 parce que les familles préféraient être des enfants plus jeunes. Et ce qui est encore plus troublant, des preuves que lorsque des États ont commencé, déjà dans les années 60 et 70, à exiger des registres complets d'adoption, nombre d'agences religieuses ont simplement détruit les documents, intentionnellement, ont brûlé des décennies d'archives pour éviter toute responsabilité légale. Laissez ça s'installer un instant. Dans les années 60 et 70, alors que les mouvements des droits civiques transformaient l'Amérique, alors que la société commençait enfin à reconnaître que tous les enfants ont droit à leur propre identité, ces institutions ont regardé leurs caisses d'archives, les registres qui auraient pu reconnecter des milliers de familles séparées, et ont pensé « Mieux vaut détruire ça. Mieux vaut effacer ces preuves que d'en subir les conséquences. Ce n'est pas de la négligence, c'est une conspiration. » Et en 1996, quand les premiers États américains ont commencé à voter des lois permettant aux adultes adoptés d'accéder à leurs actes de naissance originaux, vous savez ce qui s'est passé. Des groupes religieux conservateurs se sont battus contre ces lois avec une férocité impressionnante. Ils ont soutenu que protéger la vie privée des mères biologiques était plus important que le droit d'un adulte à connaître ses propres origines. Mais beaucoup de survivants n'achetaient plus ce récit, parce qu'ils savaient la vérité. Savaient que nombre de ces mères biologiques étaient des mères qui n'avaient jamais abandonné volontairement leurs enfants. C'étaient des femmes immigrées pauvres dont les enfants avaient été enlevés par des agents du service social.
C'étaient des veuves temporairement en difficulté qui avaient placé leurs enfants en orphelinat en espérant les récupérer. C'étaient des familles décimées par l'extrême pauvreté du 19e siècle qui n'avaient jamais eu le choix. Protéger leur vie privée ou protéger les institutions de toute responsabilité, cela ressemblait à une impasse, jusqu'à ce que la science fournisse une clé que aucune institution ne pouvait confisquer. Et c'est précisément à ce moment-là que le mouvement a pris une force irrésistible. Parce que dans les années 2000, quelque chose a radicalement changé la donne. La technologie de l'ADN est devenue accessible au grand public. Soudain, des registres détruits n'étaient plus la fin de la route. Des enfants adoptés qui avaient été frappés à des portes closes pendant des décennies pouvaient cracher dans un tube, l'envoyer à une entreprise de tests génétiques, et 6 semaines plus tard découvrir « J'ai un cousin au 3e degré dans l'Iowa. J'ai une demi-sœur en Oregon. Ma famille biologique n'a pas disparu. Ils sont là, vivants. Qui me cherchent aussi. » Les institutions qui avaient contrôlé le récit pendant plus d'un siècle, qui avaient décidé qui méritait de connaître la vérité et qui ne la méritait pas, ont perdu ce pouvoir. La science a fait ce que les lois n'avaient pas su faire. Elle a donné aux personnes effacées les outils pour se reconnecter. Mais savez-vous ce qui est réellement fascinant à propos de ce moment? Ce n'étaient pas seulement les survivants directs qui se mobilisaient, c'étaient leurs descendants. Petits-enfants et arrière-petits-enfants des enfants des Orphan Train qui avaient grandi en entendant des fragments d'histoire jamais tout à fait expliqués. Qui avaient hérité d'un traumatisme générationnel sans jamais comprendre pourquoi. Qui avaient senti toute leur vie qu'il manquait quelque chose d'important, sans jamais savoir exactement quoi. Ces descendants ont commencé à se présenter aux auditions législatives des États, et leurs témoignages étaient dévastateurs. Une femme du Kansas s'est levée devant les législateurs et a dit « Ma grand-mère est morte sans connaître son vrai nom. Elle a passé 87 ans à croire qu'elle s'appelait Mary Sullivan, mais j'ai trouvé des registres qui prouvent qu'elle est née Marta Kowalski, une enfant polonaise catholique qui a été rebaptisée, renommée et élevée comme une protestante irlandaise. Et quand elle, déjà âgée, a demandé aux services sociaux d'accéder à son dossier, on lui a dit que les registres avaient été détruits dans un incendie. Mais il n'y a jamais eu d'incendie. Ils lui ont menti. Et elle est morte sans savoir qui elle était vraiment. Un homme du Texas a partagé. Mon grand-père a été placé dans une ferme à l'âge de 7 ans. Il a travaillé comme main-d'œuvre non rémunérée jusqu'à 16 ans. Il n'a jamais été adopté légalement. Il n'a jamais reçu d'éducation formelle. Et quand, à 60 ans, il a enfin trouvé le courage de demander qui était sa mère biologique, l'agence a dit qu'il n'y avait aucun dossier. Des années plus tard, nous avons découvert, grâce à l'ADN, que sa mère a vécu jusqu'en 1982. Elle a vécu à 50 km de lui pendant 40 ans. Il aurait pu la connaître, il aurait pu avoir ses adieux, mais on le lui a volé. Histoire après histoire, témoignage après témoignage. Et à chaque récit, la pression publique augmentait. Les journaux ont commencé à publier des enquêtes. Des émissions de télévision ont consacré des épisodes spéciaux au sujet. Des universités ont lancé des projets d'histoire orale pour documenter les expériences des survivants avant qu'il ne soit trop tard. Et finalement, enfin, certaines institutions ont commencé à craquer. En 2001, la Children's Aid Society de New York a pris une mesure sans précédent. Elle a commencé à coopérer plus ouvertement avec les survivants. Ils ont reconnu que le programme des Orphan Trains, bien que décrit à l'époque comme étant de bonne intention, avait causé des dommages profonds et durables. Ils se sont engagés à ouvrir les archives restantes et à aider les survivants à retrouver leurs histoires. Ce fut un moment symbolique immense, car pendant 130 ans, le récit officiel avait été « Nous avons rendu service à ces enfants, nous leur avons sauvé la vie ». Et maintenant, pour la première fois, l'une des organisations fondatrices disait « Non, nous avons causé du tort, et nous devons assumer la responsabilité ». D'autres États ont suivi l'exemple. L'Illinois, le Missouri, le Michigan, le Kansas. Un par un, ils ont commencé à voter des lois ouvrant les registres d'adoption scellés, permettant aux adultes adoptés d'accéder à leurs actes de naissance originaux, créant des fonds pour aider les survivants à payer des tests ADN et des services de recherche généalogique. Ce ne fut pas rapide, et ce n'était certainement pas facile. Chaque victoire législative a été âprement disputée, affrontant des lobbies puissants et une résistance institutionnelle féroce. Mais ça arrivait.
Le changement était en train d'avoir lieu. Et vous savez pourquoi? Parce que les survivants ont refusé de mourir dans le silence. Parce que les descendants ont refusé d'accepter les récits aseptisés. Parce que la vérité, aussi longtemps qu'on la réprime, finit par trouver un moyen d'émerger. Mais même avec toutes ces victoires, avec toute cette validation publique, quelque chose d'épouvantable demeurait. Pour beaucoup de survivants, surtout les plus âgés, ces avancées arrivaient trop tard. Les parents biologiques étaient déjà morts. Les frères et sœurs n'étaient plus vivants. Des fenêtres de réconciliation s'étaient fermées pour toujours. Et cela soulève une question douloureuse et urgente. La reconnaissance suffit-elle? Des excuses institutionnelles suffisent-elles? Ouvrir des archives suffit-il quand les archives ont déjà été délibérément détruites? La vérité était enfin exposée. Journaux, livres, documentaires, auditions législatives. L'histoire des orphelins n'était plus un secret caché. C'était du domaine public. L'Amérique savait, le monde savait. Mais pour 250 000 enfants effacés et leurs millions de descendants, la question restait suspendue dans l'air comme une blessure ouverte. La justice peut-elle vraiment être rendue après tant d'effacement? Une identité volée il y a un siècle peut-elle être pleinement restaurée? Et que signifie la guérison quand le dommage a été si profond, si systématique, si générationnel? La réponse à ces questions ne viendrait pas des institutions. Elle ne viendrait pas des gouvernements ni des lois. Elle viendrait des survivants eux-mêmes et des communautés qu'ils ont construites dans les ruines de ce qui leur avait été volé. Les 250 000 n'ont pas pu changer ce qui leur avait été fait. Mais ils ont pu décider de ce que cela signifierait. Et ils ont décidé qu'ils ne seraient pas effacés. Quand j'ai parlé avec des descendants de survivants des trains, la même phrase revenait à plusieurs reprises. Comme un mantra. Comme une promesse faite en silence, transmise de génération en génération. Ils ont voulu nous effacer. Mais nous sommes toujours là. Mary était l'une de ses descendantes. Sa grand-mère avait été envoyée dans un train en 1912, à 7 ans. Nom de baptême, Catherine O'Brien. Nom qu'on lui avait donné à la ferme dans le Nebraska, Katie Smith. Catherine n'a jamais revu sa mère. Elle n'a jamais su si elle avait des frères et sœurs. Elle n'a jamais découvert sa vraie histoire. Mais elle a survécu. Elle a travaillé comme domestique jusqu'à 16 ans. Elle s'est enfuie à 17 ans. Elle a construit une vie. Elle s'est mariée. Elle a eu des enfants. Et quand sa fille lui a demandé à propos de son enfance, Catherine a fait quelque chose de révolutionnaire. Elle a dit la vérité. Ma grand-mère aurait pu mentir, m'a dit Mary. Elle aurait pu inventer une jolie histoire. Mais elle a choisi la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Elle a dit, tu dois savoir d'où nous venons, parce que si tu ne le sais pas, ils ont gagné. Et ce choix, ce refus de laisser l'histoire être enterrée, ce fut la première victoire. Parce qu'ils voulaient le silence. Et elle a donné la parole. Il voulait l'oubli. Et elle a créé la mémoire. Il voulait l'effacement. Et elle a veillé à être rappelée. L'histoire de Catherine n'est pas unique. C'en est une parmi des dizaines de milliers. Mais chacune représente la même chose. Résilience face à l'oubli. Quand on lit les témoignages des survivants qui ont vécu assez longtemps pour raconter leurs histoires dans les années 80 et 90, un schéma apparaît. Beaucoup n'ont pas parlé pendant des décennies. Ils ont porté la honte en silence, parce que c'était le script qu'on leur avait donné. Orphelin était un mot sale. Enfant d'institution était un stigmate. Mais quand ils ont commencé à parler, quand ils se sont enfin retrouvés par le biais de groupes de soutien et d'archives historiques, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas seuls. Et ils ont compris que la honte n'avait jamais été la leur à porter. Un survivant nommé Thomas a écrit dans ses mémoires « Pendant 70 ans, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, que j'étais un fardeau, que je méritais d'avoir été envoyé loin. Et puis, j'ai rencontré d'autres comme moi, et j'ai réalisé, ce n'était pas nous, c'était eux. Ils l'ont toujours été. » Cette prise de conscience, ce changement de narration de « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» à « qu'est-ce qui ne va pas dans le système qui a fait ça ?» fut une révolution silencieuse. Et elle transforma des victimes en survivants, des survivants en défenseurs, des défenseurs en gardiens de la mémoire. Mais la résilience n'a pas été que sentimentale,
Elle a été pratique, elle a été littérale. Parce que dans les années 2000, quelque chose a commencé à se produire qui aurait été impossible pour Catherine, pour Thomas, pour n'importe lequel des 250 000. La technologie de l'ADN est devenue accessible. Et les gens ont commencé à chercher. Ancestry, 23andMe, MyHeritage. Soudain, des personnes qui n'avaient jamais su leur vrai nom de famille, qui n'avaient jamais vu de photos de leur famille biologique, qui avaient été séparées par des océans de temps et de distance, ont commencé à se reconnecter. Sarah était l'arrière-petite-fille d'un enfant du train. Son arrière-grand-père avait été envoyé en 1905 à l'âge de 5 ans. Il n'a jamais connu le nom de sa mère, n'a jamais vu d'acte de naissance. Il est mort sans réponse. Mais Sarah avait de l'ADN, et en 2019, après des années de recherche, elle a trouvé une correspondance, une cousine au 3e degré, à Boston, descendante de la sœur que son arrière-grand-père n'avait jamais connue. Quand j'ai vu sa photo, m'a raconté Sarah, c'était comme me regarder dans un miroir. Le même nez, les mêmes yeux. 114 ans plus tard, et pourtant, nous étions là, connectés, prouvant qu'ils n'avaient pas réussi à tout effacer. 114 ans, pensez-y, plus d'1 siècle de séparation. Et pourtant, la vérité a trouvé le chemin du retour. Ces rencontres par ADN ont lieu chaque année, des descendants découvrant des familles dont ils n'avaient même pas idée, des noms de famille récupérés, des histoires réécrites. Et chacune de ces reconnexions est une défaite pour le système qui a essayé de rendre ses enfants invisibles. Parce qu'on peut sceller des dossiers, on peut détruire des actes de naissance, on peut changer des noms, mais on ne peut pas effacer le sang. Et on ne peut pas effacer la vérité quand les gens refusent de l'oublier. Le travail de mémoire se fait aussi d'autres manières. Des monuments aux trains orphelins ont été érigés dans des villes à travers le pays ces 20 dernières années. De petites plaques dans les gares, des mémoriaux sur les places de ville. Ils disent des choses comme « En mémoire des 250 000 enfants qui sont passés par ici, que leurs histoires ne soient jamais oubliées. » Simple, mais puissant. Parce que pendant si longtemps, ces enfants n'avaient pas de repères. Pas de pierre tombale avec des vrais noms. Pas de reconnaissance. Maintenant, ils en ont. Et des musées dédiés aux trains orphelins ont ouvert. Des archives numérisées. Des histoires recueillies. L'Orphan Train Heritage Society a travaillé sans relâche pour préserver les dossiers, réunir les descendants et s'assurer que cette histoire ne soit ni oubliée ni enjolivée. Parce que c'est là une autre bataille. Pas seulement contre l'oubli, mais contre la version aseptisée. Et préserver l'histoire n'est pas facile quand certains préfèrent une version plus propre du passé. Contre la narrative selon laquelle c'était de la charité. Contre l'idée que ces enfants ont eu de la chance. La vérité compte. Et la vérité, c'est que c'était un système de travail des enfants déguisé en compassion. Et les descendants refusent que ce soit retenu autrement. Aujourd'hui, l'ADN et les mémoriaux garantissent que l'héritage ne soit pas effacé. Ils nous enseignent que l'identité est un besoin humain et que les systèmes injustes ne changent que lorsque des voix refusent de se taire. Alors, où en sommes-nous maintenant? Eh bien, la bataille pour les dossiers scellés continue. Certains États ont ouvert leurs archives. D'autres gardent tout verrouillé. Les recherches continuent. Des descendants cherchent encore des morceaux de leurs histoires. Envoient encore de l'ADN. Attend encore des correspondances. Et les conversations continuent sur la manière de protéger les enfants sans les effacer. Sur comment créer des systèmes de prise en charge qui ne répètent pas les erreurs du passé. Parce que voici la chose effrayante. Nous n'avons pas cessé, pas en tant que société. Des enfants sont encore séparés de leur famille. Des identités sont encore effacées. Des systèmes privilégient encore la commodité plutôt que la connexion. Les noms ont changé. Les méthodes ont changé. Mais la logique fondamentale, l'idée que nous savons mieux, que nous pouvons décider quelle famille mérite de rester ensemble, que nous pouvons effacer le passé de quelqu'un pour son propre bien, cette logique existe toujours. Et les 250 000 sont là comme avertissement. Ils disent « Regardez ce qui arrive quand vous traitez des enfants comme des marchandises, quand vous privilégiez l'idéologie sur l'humanité, quand vous permettez à des institutions d'opérer sans surveillance. » Ils disent « C'est arrivé. Et ça peut arriver de nouveau. » Mais ils disent aussi « Nous avons survécu.
Et vous pouvez vous assurer que cela en valait la peine en veillant à ce que cela ne se reproduise jamais. Alors, voilà ce que je veux que vous reteniez. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait ressentir quelque chose, ne laissez pas cela être une émotion passagère. Partagez. Parce que ces 250 000 enfants méritent d'être rappelés. Et si vous connaissez quelqu'un qui a été adopté, qui a grandi sans connaître sa famille biologique, à qui un système a changé l'identité, écoutez son histoire. Croyez-les. Soutenez leur droit de savoir d'où ils viennent, parce que l'identité compte, l'histoire compte, la vérité compte, et aucun système, aussi bien intentionné prétende-t-il être, n'a le droit de retirer cela à quelqu'un. Les 250 000 n'ont pas pu changer ce qui leur a été fait. Mais ils ont changé ce que cela signifie. Ils ont refusé d'être oubliés. Refusé d'accepter la honte qu'on a tenté de leur imposer. Refusé de laisser leurs histoires être racontées par quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Et leurs descendants poursuivent ce combat chaque jour, cherchant, se souvenant, témoignant, garantissant que 250 000 voix ne soient jamais à nouveau réduites au silence. Si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, des histoires de trahison familiale cachée, de systèmes qui ont failli à ceux qu'ils devaient protéger, de résilience contre toute attente, abonnez-vous à la chaîne. Parce que ces histoires doivent être racontées. Et elles doivent être souvenues. Ils ont essayé d'effacer 250 000 enfants. Mais ils n'ont pas pu effacer leur héritage.